Alors Godard, j'ai une raison pour en parler déjà, c'est qu'il est comme moi franco-suisse, et qu'en fait il est mort à quelques kilomètres d'ici, entre Lausanne et Genève. D'ailleurs, je regrette presque, c'est tu vois, j'aurais peut-être dû essayer d'aller lui rendre visite quand même, pour le plaisir, ou même de voir sa baraque. Il est mort à côté de chez moi. Et alors il y a des choses à dire, et déjà une chose un peu triste, c'est que en fait, je pense que plein de gens pensaient que Godard était déjà mort. En fait, il est mort à plus de 90 ans, et en fait il était sorti des radars complètement, et je pense que ce qu'il a pu représenter à une époque ne représentait plus rien, je dirais, pour le système. Il avait plus d'intérêt pour le système, et ça doit être triste pour lui parce que autant Truffaut est mort dans la force de sa puissance, je crois à 52 ans, autant Godard, lui, s'est vu mourir lentement, je dirais abandonné de tous, sans spectateur d'une certaine manière, et même sans utilité, parce que je pense qu'il a eu pendant très longtemps une certaine utilité. Et justement, c'est de ça dont je veux parler, c'est de Godard et le cinéma de la Nouvelle Vague. Alors la Nouvelle Vague, c'est un peu comme la French Theory, hein, c'est une espèce de truc qui a fonctionné très peu de temps, et dont le concept était très simple. C'est-à-dire qu'il y a une bande de jeunes qui étaient d'abord des critiques de cinéma, donc des cinéphiles, ce qui était une catégorie nouvelle de l'après-guerre. Hein. C'est-à-dire des jeunes qui se piquent d'intellectualisme, mais qui n'ont peut-être pas le courage justement d'aller au livre et d'étudier la philosophie, la sociologie et l'histoire, et qui se pensent être une catégorie mixte, un peu ambiguë, de cinéphiles, c'est-à-dire des intellos du cinéma, et ce qui est quand même un peu contradictoire, parce que le cinéma est un art de divertissement, hein, qui passe par l'émotionnel et la passivité, c'est de regarder des écrans, et qui est un peu le contraire même de l'action de lire, hein, de l'action de lire et de réfléchir. C'est d'ailleurs cette contradiction qui fait que le cinéma de Godard n'existe pas et qu'il n'a jamais fonctionné. Hein, c'est une articulation très importante. Et en fait, ces jeunes cinéphiles qui prétendaient avoir un commentaire intellectuel de cette catégorie qui était le cinéma, dont ils faisaient une catégorie artistique pleine et entière, c'est-à-dire qu'ils prétendaient finalement hisser au même niveau culturel le cinéma que la littérature, voire même la philosophie. Le cinéma, enfin, si on réfléchit, c'est ce qui rapproche l'art de la vie, la peinture ou la sculpture, enfin, c'est de l'art. On voit très bien c'est de l'art parce que les choses sont pas comme ça dans la vie, c'est de la transposition, même si ça copie la vie, si ça la recrée, ou la musique aussi, enfin, ça n'est pas... La vie, c'est le métro, les galeries Lafayette, enfin, les voitures, et le cinéma rapproche les deux, enfin, ce qu'on filme, c'est la vie, et la caméra, c'est l'art. C'est ça l'idée de la Nouvelle Vague, ça s'appelle les cahiers du cinéma. À un moment donné, après avoir regardé beaucoup de films et avoir beaucoup glosé sur le cinéma, ce qui était pas vraiment la tradition de faire un énorme commentaire critique très élaboré sur un film, hein, qui est d'ailleurs déjà l'idée de l'art moderne et de l'art contemporain, c'est-à-dire le commentaire critique est presque plus important que l'œuvre et valide l'œuvre. L'œuvre ne peut plus fonctionner par elle-même d'une certaine manière. Il y a déjà cette idée, hein, c'est ce que chez Truffaut on appelle la politique de l'auteur, et qui s'appelle d'ailleurs le cinéma d'auteur, c'est-à-dire que le cinéaste, qui traditionnellement était un être collectif, où il y avait un scénariste, un réalisateur, un chef opérateur, c'est-à-dire on admettait que c'était un art collectif de masse, hein, et qui était d'ailleurs d'abord un divertissement, devient une catégorie artistique qui prétend être strictement comparable à la littérature, par exemple, et à la peinture. Quand nous, à la Nouvelle Vague, et Truffaut d'abord, le premier a défendu la notion d'auteur, c'était simplement pour dire il n'est pas juste que Hitchcock, il n'est pas juste que Howard Hawks, il n'est pas juste au milieu du XXe siècle que Serge Eisenstein soit moins considéré que André Gide ou Fédor Dostoïevski. C'est-à-dire que le cinéaste est un artiste. Ce qui est relativement un mensonge parce que ça fait fi de l'énorme masse d'argent qu'il faut, de la distribution, etc. C'est-à-dire de toute la domination capitaliste qu'il y a sur le cinéma, je dirais ontologiquement et structurellement, ce qui n'est pas le cas du poète maudit, ou du peintre maudit, ou de l'écrivain maudit, hein, qui peut exister hors capital. Ces jeunes gens qui prétendent aujourd'hui, d'abord en valorisant d'autres gars, d'ailleurs souvent en valorisant des types d'Hollywood, ce qui est assez ambigu. Tous les jeunes Turcs, les critiques des cahiers les plus virulents, les plus mordus, ceux qu'André Bazin appelle les Hitchcocko-Hawksiens pour leur amour et leur défense d'Alfred Hitchcock et d'Howard Hawks, tous choisissent d'apprendre le cinéma en se donnant des modèles, en élisant des références. Ils apprennent à voir, c'est-à-dire à diriger, à mettre en scène, en choisissant des maîtres, leurs maîtres à filmer. Pour Truffaut et Godard, le plus déterminant d'entre eux est Alfred Hitchcock. Le cinéma d'auteur, en fait, il parle d'Hitchcock, hein, ou de Fritz Lang, dans des types qui sont totalement intégrés
dans le business du cinéma, de l'American Way of Life, hein, d'une certaine manière. Donc c'est très ambigu dès le départ, et ils se mettent, eux, à faire des films. Alors, ils font chacun un film. Alors, il y a d'abord, je vais pas vous la jouer érudit au mois près, mais il y a 3 mecs qui font un film. Il y a Chabrol, il y a Truffaut et Godard. Alors, on sait que Truffaut, c'est les 400 coups. C'est avant Godard qui est à bout de souffle. Et il faut pas oublier Chabrol aussi, qui doit faire peut-être Le Beau Serge ou un truc comme ça. Et ces films sont faits avec très peu de moyens. Parce qu'en général, c'est l'héritage à part Truffaut qui est un pauvre et qui est d'ailleurs beaucoup plus arriviste à cause de ça, que ce soit Godard ou Chabrol, c'est des enfants de la moyenne bourgeoisie supérieure, ce qui est important, et ils font leur premier film avec l'argent de la famille. Un certain nombre de jeunes gens à une certaine époque ont voulu faire des films, ils ont essayé les moyens traditionnels qui consistent à aller frapper à la porte d'un producteur, dire « Monsieur Deutschmeister, je voudrais faire un film ». On leur a dit « Voulez-vous me foutre le camp, petit mal appris ?» Bon, alors ils ont dit « Bon, ben, il faut trouver un truc », et chacun a trouvé un truc pour faire un film, que ce soit l'héritage de la grand-mère ou la participation des copains. On vous reproche beaucoup, à vous, Claude Chabrol, qui avez fait votre premier film grâce à un héritage, d'être des fils à papa. C'est vrai, oui. Ben, c'est un fait. Oui. Moi, personnellement, je ne demandais pas mieux que de le faire avec l'argent des autres. Et donc, il faut un film bout de ficelle bricolé, donc effectivement en se moquant d'une certaine manière de tous les impératifs du cinéma à pognon. C'est un film qui a été fait entre réactions contre tout ce qui ne se faisait pas, presque pathologiquement ou systématiquement. On ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire, bon ben on va le faire. On ne fait pas de travelling à la main, bon ben on va le faire. Et ils font un produit qui est un produit qui d'un seul coup a une fraîcheur qui plaît à la nouvelle jeunesse. N'oublie pas qu'il y a des générations et que les mecs, effectivement, un film de Denis de la Patelière, ça peut les faire chier. Les films de Marcel Carné, bon, il y a eu Les Tricheurs, mais le film qu'il fait après est regardable parce qu'en fait, c'est des types qui parlent de la jeunesse mais qui n'en sont pas. Et il n'y a rien de pire qu'un vieux qui veut faire jeune. Maintenant, tu peux partir. Les flics le cherchent. Pierrot en a vu un chez lui. Et alors? Il peut pas sortir, c'est tout. J'en ai vu un, mais il doit y en avoir d'autres dans le coin. Tu vois, ils veulent me garder. Et d'un seul coup, effectivement, on a les 400 coups qui a une fraîcheur formelle et une fraîcheur tout court, à bout de souffle, donc je rappelle que le scénario d'ailleurs est signé de Truffaut pour aider Godard, et il y a Chabrol. Tu as vu la grenouille? Une grenouille? Oui, je vois. Vous voulez de la musique? Oh oui, c'est ça, si on dansait. Ah, non! De la musique, pas du Wagner. Oh, il y a des cons sur la terre. Allez, tire-toi. Il y a quelque chose qui fait que ça marche, c'est que c'est des films qui n'ont pas coûté cher et qu'on fait beaucoup d'entrées chez ce public, faut pas oublier, qui va au cinéma beaucoup, qui est la jeunesse. Pas oublier que les jeunes, ils sont cinéphiles. Ils vont au cinéma, ils s'engagent pour le cinéma. Et donc, d'un seul coup, c'est ce Truffaut, ce Godard et ce Chabrol. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle moins des autres, parce que les autres n'ont pas fait de succès au départ. Hein. Eh ben, on dit que c'est la nouvelle vague, et c'est ceux qui vont renouveler le cinéma et faire rentrer le pognon, avec en plus des coûts de production moins chers et qui font des succès. Tout d'un coup, il y a un phénomène public autour de ces deux films et de ces deux cinéastes, hein, et de Truffaut et de Godard. Hein. Tous les deux, ils sont mis au centre par la critique, par des dizaines et des centaines d'articles, par le succès aussi de leurs films, qui tous les deux attirent près de 500 000 personnes, ce qui pour des films faits avec 3 francs 6 sous est évidemment essentiel et énorme. Donc effectivement, tout le monde est content, les producteurs, les distributeurs, et eux-mêmes, avec leur théorie là qu'ils appellent politique de l'auteur, au lieu d'être des réalisateurs au sens traditionnel qui partagent le prestige avec le scénariste, avec le chef opérateur, faut pas oublier, Carné, c'est Prévert, et puis c'est aussi le chef-op. Je vais pas vous la sortir, le chef-op, j'avais son bouquin. Et donc c'est un prestige partagé, et surtout c'est considéré comme un artisanat d'art, un art collectif avec un pied dans l'industrie, etc. Et là, avec la nouvelle vague, on a ces jeunes qui se prétendent être des artistes au sens total et le plus prestigieux, c'est-à-dire équivalent à des peintres ou à des écrivains,
c'est-à-dire Picasso, Dostoïevski, je dirais, Picasso, Dostoïevski, Godard, et qui font des films pas chers, qui rapportent du pognon et qui plaisent à la jeunesse. Et la jeunesse, il faut séduire la jeunesse, c'est important, parce que c'est le renouvellement de tout, de la culture, de la politique, etc. Moi, le début de ma notoriété, c'est parce que j'étais le pape des branchés, on appelait ça, j'ai sorti les mouvements expliqués aux parents, et j'expliquais quel était le renouvellement de la mode et des formes culturelles après la chute du mouvement hippie-baba, et qui s'est appelé le punk new wave. Alors là, présentement, je serai BCBG campagnard en tenue de fête. C'est-à-dire pantalon de velours à bretelles, mais j'ai quand même un nœud autrichien, une aristouille de gros velours, des choucabouts, là qui sont plutôt armés des Indes, c'est-à-dire anglais, pochette indienne, donc c'est globalement des CBG, mais il y a quand même un petit côté campagne et fête, c'est un peu fun. Et j'étais payé pour ça. Voilà. Et Godard et Truffaut, c'est un peu ça. C'est vous êtes les nouveaux moteurs de la mode des jeunes, et on regarde, expliquez-nous ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, et ce qui va se vendre demain. Et d'ailleurs, je fais remarquer que si on regarde le film à bout de souffle, c'est un polar assez classique, essentiellement un film mode, c'est-à-dire qu'on a Belmondo avec son look, qui est quand même un branché, c'était le branché de l'époque. Et d'ailleurs, le petit côté démodé du film, c'est effectivement, ça fait un peu branché de l'époque, avec sa casquette, sa veste trop grande, et en fait, c'est un sous-polar, parce que c'est un polar qui n'est pas très réaliste, mais qui s'adresse à des jeunes qui n'ont d'ailleurs pas une vision sociale très réaliste, parce qu'ils sont pas encore dans la vie, donc ils peuvent gober que Belmondo, dans À bout de souffle, peut être crédible comme délinquant, assassin, trafiquant de voitures volées, etc. Ce qui n'est pas tout à fait possible. Mais c'est un peu comme les polars de Melville. Quand on connaît le banditisme, ça peut pas marcher. Le samouraï de Melville, ça peut faire du cinéma intéressant, mais c'est totalement irréaliste d'un point de vue de la sociologie du banditisme. Et d'ailleurs, Melville aime bien la nouvelle vague, parce que quelque part, il y a un échange réciproque. Je me moque de la réalité, tu te moques de la réalité, on est complices. Voilà. Donc, Jean-Luc Godard dans tout ça apporte un petit plus, c'est que comme il a tourné beaucoup de plans pour son film, parce que c'est son premier film, c'est des types qui ne sont pas passés par les postes d'assistants au cinéma où on apprend progressivement. Ils sont passés de critique à réalisateur. Et en fait, Godard a raté un peu quelque part son travail, c'est-à-dire qu'il a tourné beaucoup trop, et quand il veut monter le scénario qu'il a, ça dure des heures et c'est trop. Donc à un moment donné, de guerre lasse, il produit un coup de génie, qui correspond un peu au génie cubiste en peinture, il fait ce qu'on appelle du montage rapide, c'est-à-dire qu'il coupe dans les plans, là où avant, traditionnellement, on ne coupait jamais. Hélas, hélas, hélas. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est lâche. C'est là, stop. Attends, je vais me garer, quoi. Et ça fonctionne pour deux raisons. Ça fonctionne parce que comme on est habitué au montage cinéma traditionnel, on a admis au niveau du cerveau général le truc un peu étonnant du changement de plan, qui est un truc qui ne pose pas problème, alors que métaphysiquement, au début, quand on a inventé le cinéma, c'est comment passer d'un plan large à un plan serré. Il y a une espèce de rupture radicale qui n'existe pas dans le monde réel. Dans le monde réel, t'es pas là devant moi, et puis d'un seul coup avec ce qu'on appelle le master, et puis d'un seul coup t'es à 3 cm devant moi. Je rappelle que ce qu'on appelle la coupure, c'est quelque chose qui n'existe pas métaphysiquement. Il n'y a pas de médiation. On passe strictement d'un moment à un autre. Or, par la persistance rétinienne et par l'apprentissage du cerveau, ça ne pose pas de problème. Et dans les années, on va dire en 1960, tout le monde est habitué au montage. Ils ont bouffé du cinéma américain, du cinéma russe, etc. Donc ça ne les choque pas. Et du coup, ça permet à Godard de monter d'un cran plus loin dans l'abstraction du montage, qui est de couper en plein milieu des plans, ce qui ne se faisait jamais, pour gagner du temps. Je trouve que les Parisiennes ont des robes trop courtes. Ça fait poule. Allez, je t'en prie. On a envie de courir derrière et de leur faire comme ça. Ne te gêne surtout pas. Stoppez là! On revient. Et ça donne quelque chose de dynamique, assez jazz, assez jazzeux, assez célinien d'une certaine manière, et qui est considéré comme une espèce de révolution et un coup de génie. Et Godard, on peut mettre à son actif, c'est un peu comme quand Céline dit qu'il a inventé
l'oral à l'écrit, et que en fait il a inventé les 3 petits points et le point d'exclamation en littérature, que c'est pas grand-chose, mais que c'est révolutionnaire. On peut dire que Godard est l'inventeur du montage rapide, hein, et ce qui n'existait pas avant, mais qui a fonctionné. Et pour que ça fonctionne, il fallait qu'un mec le tente, et qu'on voit que ça marche. Et c'est le premier qui l'a fait, d'une certaine manière. Et c'est ça que tout le monde avait dit, putain, Godard a révolutionné le cinéma. C'est pas faux de ce point de vue-là. Parce que par ailleurs, Un bout de soute est un film assez classique, assez misogyne, et assez mode, hein, en réalité. Et c'est ce qu'on appelle un film culte, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Parce que moi, je fais bien la distinction entre film culte. Par exemple, Easy Rider est un film culte, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. Il y a des chefs-d'œuvre du cinéma qui ne sont absolument pas cultes, qui n'ont rien renouvelé, mais qui sont parfaitement réussis. Et puis des films assez foireux, mais qui sont cultes parce que c'est un moment de la vie. Par exemple, Easy Rider, c'est l'émancipation de la jeunesse des années 60 avec la Harley Davidson et le rock'n'roll, mis en image par des mecs qui l'ont vécu et qui savent le transcrire de façon directe, et non pas par un vieux schnock qui veut faire un film sûr. Et d'un seul coup, c'est d'une grande fraîcheur, c'est un témoignage, c'est dans l'histoire, et ça s'appelle un film culte. Mais en fait, je pense qu'il faut bien distinguer film culte de chef-d'œuvre. Hein, voilà. Par exemple, Godard, typiquement, est un mec qui a fait, on va dire, au moins 2 films cultes, peut-être 3, on va dire, À bout de souffle, Pierrot le fou et Le mépris. On va dire, c'est des films cultes qui sont à chaque fois, je dirais presque un premier film raté, mais ça se voit pas, qui est à bout de souffle, parce que ça marche sur la branchitude. Mais je veux dire, pour moi, j'ai beau respecter Godard pour certains aspects, Pierrot le fou, c'est relativement regardable. Total. C'était un film d'aventure. Diadème 200. Total. Tendre et la nuit. C'était un roman d'amour. C'était un roman d'amour. Tendre et la nuit. C'était un roman d'amour. Et Le mépris, c'est un échec. C'est-à-dire qu'il y a quand même la nouvelle de Moravia, il y a La maison de Malaparte, il y a Brigitte Bardot à poil, il y a la musique de Doloru, et ça fait quand même un film qui ne marche pas. Ce matin, tout allait bien. Tout à coup, maintenant, on se dispute pour rien. Qu'est-ce qui se passe, ma petite fille? J'ai envie de m'amuser. Il se passe rien de folle. Là-bas, j'ai peur de m'ennuyer. J'irai pas. J'irai pas. J'irai pas. J'irai pas. J'irai pas. Parce que c'est pareil, comme Godard veut révolutionner le cinéma, et qu'il a l'acquis de la première révolution qu'il a faite du montage rapide, il pense qu'il peut révolutionner le cinéma au-delà, et comme il a des prétentions d'artiste total, en fait il puise dans la peinture et dans la littérature. Et en fait ça consiste à faire un film avec un scénario assez faible, où il y a de temps en temps des extraits de livres de grands écrivains lus. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Voire même des cartons avec des phrases, et puis des plans qui sont des plans de peinture. Des fois d'ailleurs, il change strictement, il met des gélatines et il fait de la couleur. Alors tout ça en fait c'est du bricolage formaliste, et lui il pense continuer sa révolution du cinéma, alors qu'en fait en réalité il sort du cinéma pour faire des objets d'expérimentation filmique. Moi je fais de la recherche. Je m'en suis jamais caché, je devais être inscrit au CNRS, qui a toujours refusé ma demande. Et moi, je m'en suis jamais caché, ce qui fait que j'aime mieux dire que je suis un scientifique et on rigole. Et puis maintenant, je crois que je peux commencer à amener des preuves et trouver des choses. Je reste fait des découvertes. Alors ça s'appelle effectivement le cinéma sur le cinéma, puisqu'on voit bien que le cinéma de Godard est essentiellement un cinéma de citations littéraires, picturales et de citations cinématographiques, puisque ce sont des cinéphiles qui ont bouffé toute l'histoire du cinéma, et on est vraiment dans le cinéma, comme au même moment, l'art moderne devient l'art contemporain, et est de l'art sur l'art. Or, l'art sur l'art, c'est un truc de spécialiste, et je dirais, comme disait Kluskar, d'une catégorie qui n'a plus rien à dire. Ça exclut, en fait, le public et l'universel. Godard veut se maintenir dans le modernisme à tout prix, avec tous les contresens du modernisme, qui ne comprend pas ce que c'est que le cinéma frontalement, qui, je le dis, est un art de masse, composite, et qui est un art passif, c'est-à-dire c'est un art de soumission émotionnelle, qui n'a rien à voir, justement, avec les arts que Godard respecte, mais qu'il ne fait pas, qui sont des arts d'effort, qui sont les arts de lecture, notamment, le livre. Hein. Je veux dire, le contresens de Godard, c'est qu'il veut faire un cinéma intelligent. En fait, le cinéma intelligent et participatif, ça existe, ça s'appelle la littérature. Il ne faut pas oublier que les 3/4 des films sont des mises en image de romans secondaires. Hein. Je veux dire, 3 films sur 4, si vous regardez,
c'est Madame Bovary, et en général, je dirais, d'œuvres secondaires, parce que vous pouvez pas faire un film avec Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Il y a trop de choses dedans, c'est trop riche. En général, et d'ailleurs, des grands romans font souvent des films un peu décevants. Hein. Et en général, ce qui fait des très bons films, c'est des petits romans. Et le génie des Américains, vous remarquez, c'est d'aller chercher un petit roman, un petit polar, qui est du roman noir, qui est du roman secondaire. Hein, le roman noir, c'est un exercice de style, voilà. Et ça fait des chefs-d'œuvre du cinéma. Ce qui veut bien dire que, quelque part, je dirais, le cinéma est relativement un art mineur, hein, et qui est de la sous-littérature, d'une certaine manière. Et Godard l'admet en réalité inconsciemment, mais veut pas sortir du cinéma parce que sinon il serait obligé d'écrire, et il en est incapable. Il a ni la culture, ni l'effort. Et là, je vais amener un autre truc qui est quand même la dimension mondaine de la nouvelle vague, c'est que ces types qui se prétendent artistes comparables à Rimbaud ou à Soutine, c'est-à-dire des gens qui ont souffert pour produire de l'art, ça leur permet quoi? Ça leur permet de prétendre au prestige de Soutine et de Rimbaud, mais en étant dans l'industrie du cinéma, qui est quand même le métier le mieux payé, en ayant accès aux plus belles femmes, hein, Anna Karina, et en étant invité au Festival de Cannes, où tu bouffes du caviar. Tu vois, je veux dire, j'ai connu ce milieu-là, parce que je rappelle, j'ai fait 6 courts-métrages, des films d'entreprise, et un long-métrage, que j'ai écrit et réalisé entièrement. Et moi-même, pourquoi je voulais faire du cinéma? Parce que j'étais un intello et un poète, d'une certaine manière, mais quand tu es un intello et un poète, t'as pas accès aux plus belles femmes, et t'as pas accès aux plus gros pognons. Et le génie, qui est le mensonge et la malhonnêteté des mecs de la nouvelle vague. Et d'ailleurs, quand Godard et Truffaut s'engueulent, il y a Godard qui dit « Ouais, quand tu fais la nuit américaine, tu dis pas que tu baises l'actrice principale, tu te mets en scène comme le seul qui baise pas, tu sais, le Deus ex machina. » Menteur. Car le plan de toi et de Jacqueline Bisset l'autre soir chez Francis n'est pas dans ton film. Et on se demande pourquoi le metteur en scène est le seul à ne pas baiser dans la nuit américaine. Alors qu'en fait, t'as baisé l'actrice principale. Je vais pas donner son nom, mais ça valait le coup. Et l'autre lui répond, et toi, connard, t'as un film à faire, le producteur te dit que tu peux prendre qui tu veux, et tu vas chercher Jane Fonda. À mon tour de te traiter de menteur. Au début de Tout va bien, il y a cette phrase. Pour faire un film, il faut des vedettes. Mensonge. Tout le monde connaît ton insistance pour obtenir Jane Fonda qui se dérobait, alors que tes financiers te disaient de prendre n'importe qui. Parce qu'en fait, les mecs, c'est quand même des vilains qui, par le prestige du cinéma dans lequel qui se sont agglutinés en chassant la génération d'avant. Hein. Je veux dire, Truffaut, c'est un tueur. Hein. C'est un tueur. Il a insulté notamment Audiard, tu vois. Les dialogues de Michel Audiard dépassent en vulgarité ce qu'on peut écrire de plus bas dans le genre. Ce n'est pas un dialogue naïf ou faussement littéraire, mais cynique et roublard. Il prouve, de la part de Michel Audiard, un triple mépris du cinéma, des personnages du film et du public en général. François Truffaut. Il insulte Audiard, tu vois, alors qu'Audiard laisse plus de place dans le cinéma que lui. Pour finir, surtout, alors je répète, Truffaut, moi j'aime encore moins que Godard, parce qu'il trahit en fait tout ce qu'il a théorisé dans les cahiers du cinéma dans sa deuxième partie de carrière, ce qui fait d'ailleurs qu'il est très respecté par Spielberg, exactement d'ailleurs comme la French Theory est très respectée par les campus californiens, tu vois ce que je veux dire. En général, quand t'es aimé par les pontes d'Hollywood, c'est mauvais signe, tu vois. Je veux dire, Spielberg fait jouer Truffaut dans Rencontre du troisième type. Je reçois des informations maintenant. Écoutez. Écoutez. Et Truffaut trahit absolument tous ses fondamentaux de l'époque où il faisait le ménage de manière brutale dans les cahiers du cinéma, pour finir par des films de merde, comme Le Dernier Métro. J'essaie de me sentir juif. C'est très délicat les rôles juifs. Si tu en fais juste un peu, on dit il exagère. Si tu en fais beaucoup, on dit il a pas l'air juif. Qu'est-ce que c'est avoir l'air juif? C'est que du cinéma collabo de l'idéologie, c'est du cinéma Nouvel Obs. Hein. Parce que moi j'ai vu toutes ces merdes. Hein. La femme d'à côté. Et puis, il y a autre chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je déteste le mensonge et depuis que nous nous revoyons, je vis dans le mensonge. Alors à chaque fois, ça met en scène une belle gonzesse qu'il essaye de baiser. Et Vivement Dimanche. Je sais que vous avez fait tout ça pour me rendre service, mais c'était à moi de mener l'enquête à Nice. Et que c'est zèle ou pas, soyez certain que je n'aurais rien fait pour vous. Si j'avais su que vous étiez un assassin. Mais Barbara, qu'est-ce que... Oui, je sais tout.
Et d'ailleurs, il faut savoir que si Godard est un amoureux qui a quand même eu une belle aventure avec Anna Karina, qui était d'ailleurs un mec bien, il a une gueule de con, mais il était bien foutu. Vous le verrez, il est capable de marcher sur les mains, et il était relativement athlétique, Godard. C'est un mec à poil et bien foutu. Mais Truffaut, lui, c'était un priapique, baiser obsessionnel, qui essayait de niquer toutes les meufs. Celle qu'on parlait assez bien, d'ailleurs, c'était Jeanne Moreau, qui disait « il a jamais réussi à me choper ». Et en fait, le mensonge de ces cinéastes de la Nouvelle Vague, ce que leur maître à tous, la Paul Djegoff, a parfaitement dénoncé. J'invite les gens à redécouvrir Paul Djegoff, pas comme scénariste, c'est pas forcément grand intérêt, c'est le scénariste des Bonnes Femmes et les scénaristes des premiers Chabrol, mais parce qu'il a servi de modèle à tous ces jeunes puceaux. Sûr de lui, insolent, chanceux de faire ce qu'il aime, Chabrol est un autre homme. Celui qui l'a aidé à se libérer des carcans bourgeois de son éducation, c'est un personnage impétueux et couillu, le très irrévérencieux Paul Djegoff, qui sera le scénariste de 13 de ses films. Djegoff, c'était une personnalité un peu exubérante qu'on croise dans les soirées ou à la cinémathèque après la guerre. Toute la Nouvelle Vague, ils avaient un côté un peu coincé, tous, on va dire. Encore un peu, soit une morale un petit peu catho pour certains, ou soit une timidité pour d'autres, voilà. Et un Djegoff, il a envoyé paître, on va dire, toutes les conventions, voilà. Et donc, d'une certaine manière, il a tiré vers l'excès, et Chabrol et toute cette bande-là. Et il faut vous intéresser à Paul Djegoff, qui est en fait la figure tutélaire de la Nouvelle Vague, qui n'en a jamais été vraiment, et qui a fasciné tous ces jeunes merdeux, et qui leur a permis d'une certaine manière de créer leur personnage. Et moi, j'ai beaucoup d'attachement pour Paul Djegoff, parce qu'il n'est pas très connu aujourd'hui. C'était un playboy, dragueur, baiser, impénitent. Et d'ailleurs, on dit que le scénario écrit par Truffaut, qui met en scène Belmondo dans La Bout de Souffle, c'est Paul Djegoff. C'est-à-dire que ce mec existait dans la vraie vie, c'était Paul Djegoff. Et Paul Djegoff est un type très intéressant, il était virtuose de piano, alsacien, hyper beau mec, et qui a permis à un mec comme Chabrol de s'émanciper à des tas de niveaux. Voilà. Donc, quitte à parler de la Nouvelle Vague, autant parler de la figure tutélaire qui est restée dans l'ombre toujours, qui est Paul Djegoff, qui est mort assassiné par sa maîtresse. En plus, c'est assez intéressant. Il est mort poignardé par sa maîtresse, après lui avoir dit « Tue-moi, mais arrête de me faire chier ». Enfin voilà, le mec est intéressant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Godard, c'est que à un moment donné, tout ça a intéressé le système. À un moment donné, sur un quiproquo, ça a pu durer. Et puis comme Godard est resté dans sa contradiction fondamentale de vouloir faire de l'intellectualisme profond par un médium qui est profondément contradictoire, qui s'appelle cet art passif de l'image et émotionnel du cinéma, progressivement, il a fait des objets filmiques que certains peuvent trouver intéressants, parce qu'on peut tout trouver intéressant, hein, comme les dessins d'enfants peuvent être intéressants, etc., mais qui en fait ont exclu totalement le public, et en tant que cinéma, n'était pas du cinéma, il était des films ratés. Parce que, à la limite, on peut dire que Truffaut fait des films réussis qui n'ont pas grand intérêt et qui rompent avec tout ce qu'il avait prétendu faire en assassinant les Denis de la Patelière et la génération des carnets même, etc. Alors que Godard, lui, est resté fidèle au programme de la politique de l'auteur des Cahiers du cinéma, et ça a donné des anti-films qui ne sont pas du cinéma. Quelques-uns d'entre eux ont tiré de la rivière une certaine vérité, mais aucun d'eux. Quand le soleil perçant déjà, la rivière dort encore dans les songes du brouillard. Et moi, ce que je ferais remarquer quand même, pour donner une dimension, je veux dire, politique à tout ça, c'est qu'en fait, le cinéma de la Nouvelle Vague, c'est quand même un cinéma qui met en scène les petits merdeux de la nouvelle bourgeoisie des villes, et qui évacue du rôle du héros le personnage notamment de Jean Gabin, hein, c'est le passage de Jean Gabin à Jean-Pierre Léaud, c'est-à-dire qu'on élimine le prolétaire, on élimine le working class hero pour mettre en fait Jean-Pierre Léaud, c'est-à-dire un enfant de la bourgeoisie parasitaire, verbeux. Les étoiles filent. Madeleine, me voici à la ville. Madeleine, imagine que c'est écrit comme Astor, la cigarette de l'homme moderne. Souviens-toi, tu sortais de la piscine, le même disque tournait. Souviens-toi, souviens-toi. C'est pour ça que moi, ça m'a toujours insupporté. Et je pense que quand on regarde la filiation Nouvelle Vague, Desplechin et toute cette merde qui après d'ailleurs donne le cinéma de femmes, c'est quand même aussi un cinéma qui par arrogance s'éloigne de plus en plus de la réalité sociale et exclut de plus en plus par arrogance de classe
le monde du travail. Hein. Voilà, il y a ces côtés irréalistes de ce cinéma. Donc on peut dire tout ça sur Godard, et ce qui fait le personnage d'une époque, avec une petite dimension géniale qui lui échappe un peu, je te dis, qui est le montage rapide. Un contresens fondamental, c'est de vouloir non pas seulement bénéficier du prestige de l'artiste, mais de penser qu'il peut faire de l'avant-garde et de l'art sur l'art avec le cinéma, ce qui est à mon avis éminemment contradictoire, ça n'a jamais marché, et qui finalement se retrouve tout seul avec ce petit reste de prestige qui fait que c'est une espèce de vache sacrée desséchée, et qu'en fait il est mort à côté de chez moi à 91 ans, et que je pense que les 3/4 des gens pensaient qu'il était mort depuis longtemps. Je ne peux pas faire autre chose, mais j'essaye d'atteindre quelque chose du langage que la peinture a eu, que la musique a eu, que le cinéma a un peu eu à l'époque du muet, et qu'il a perdu. Et si je veux rajouter 2-3 trucs, il y a des grands cinéastes qui ont réussi à renouveler le cinéma. Pour moi, c'est Antonioni. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la nouvelle vague flatte Hitchcock comme du cinéma d'auteur. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est pas légitime. Mais quand Hitchcock est fasciné par un cinéaste, il n'est pas fasciné par le cinéma ni de Godard, ni de Truffaut, ni des mecs de la nouvelle vague, il faut le savoir. Il est fasciné par Blow Up d'Antonioni. Bon Dieu, je viens de voir Blow Up d'Antonioni. Ces réalisateurs italiens ont un siècle d'avance sur moi, sur le plan technique. Qu'est-ce que j'ai fait durant tout ce temps? Alfred Hitchcock. Blow Up d'Antonioni, c'est ce que Godard n'a jamais été capable de faire. C'est d'arriver à faire converger un certain avant-gardisme, une certaine modernité, une certaine prise de risque avec un produit qui est un grand film, et qui est même un grand polar. Et moi, je pense que le cinéma génial de l'époque, c'est pas le cinéma français, la nouvelle vague, qui est toujours du cinéma du baratin, parce que l'intelligentsia française a un prestige du baratin par sa position dans l'histoire de la philosophie, qui est le même prestige de la French Theory. C'est qu'en fait, le prestige de la nouvelle vague, c'est le prestige du baratin sur le film et sur le cinéma. Mais le grand cinéma de l'époque, à mon avis, c'est plutôt le cinéma italien. Je pense que réellement, si on regarde Antonioni, Fellini, et d'autres que je cite pas là, eux renouvellent le cinéma et font à la fois des chefs-d'œuvre qui sont aussi de la modernité. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui c'est admis. Godard est considéré comme quelque chose d'un peu une étrangeté dans le cinéma, alors qu'Antonioni est considéré comme un cinéaste majeur par absolument tout le monde. Hein. Voilà, c'est la différence. Et d'ailleurs, Antonioni, lui, ne fait pas le baratin que font la nouvelle vague. Il n'a pas besoin. C'est dans ses films. Hein. Quand on regarde l'Eclipse, l'Aventura, l'Eclipse, Blow Up, on est dans la vraie modernité du cinéma, qui peut faire chier certains. Alors que Godard, c'est un mec qui dit dans ses films qu'il est moderne. Mais en fait, il le dit. Il ne le montre pas. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que lui-même, à un moment donné, devient révisionniste et dit, plutôt que de faire un film comme Shoah qui parle de la Shoah, pourquoi on ne nous montre pas les chambres à gaz? Ça peut se voir, mais on ne veut pas voir. On préfère dire du mal, on préfère dire, alors l'exemple que je prends toujours, c'est les camps de concentration, on préfère dire jamais plus que montrer. On préfère ça plutôt que de montrer. Il suffit de montrer. La vision existe encore. Si le pneu de ta voiture est dégonflé, tu ne feras pas croire à un garagiste en lui montrant qu'il est gonflé. Il n'a rien montré, il a montré les Allemands. Écoutez, il n'a rien montré. Et vous savez que c'est le moment où il se fait sortir complètement. Hein, il faut le savoir. En octobre 1995, Godard avait insisté. Je suis convaincu que les Allemands ont tout filmé. C'était des maniaques, des fous du stockage. Des gens doivent savoir où c'est, mais on ne veut pas le montrer. Et dès janvier 85, 10 ans auparavant, avant même d'avoir vu Shoah sorti en avril, d'avoir pu voir Shoah sorti en avril 85, le cinéaste tenait des propos proches dans l'autre journal. Je cite, « Les camps, ça a été filmé sûrement en long et en large par les Allemands. Donc les archives doivent exister quelque part. Et ça a été filmé par les Américains, par les Français, mais ça n'est pas montré, parce que si c'était montré, ça changerait quelque chose. » Par son espèce de questionnement profond sur le cinéma, il a fini
par devenir révisionniste malgré lui, et ça lui a valu son exclusion définitive du milieu. Et je pense aussi une certaine conscience, une certaine colère par rapport à un certain milieu. Il avait fait lettre au Festival de Cannes, écrit K-H-A-N. C'est parce qu'en fait, il a dit effectivement, plutôt que d'en parler, il faudrait réellement le montrer. Or, en fait, là, on est dans la psychanalyse profonde. Lui, toute sa vie, il a parlé du cinéma moderne qu'il faudrait faire, mais il ne l'a jamais montré.